Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans un nouvel épisode avec le témoignage anonyme de Johanna. Johanna, merci beaucoup pour ce moment qu'on va partager ensemble et je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Écoute, déjà merci d'être ici. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Du coup, moi, c'est Johanna, je vais avoir 28 ans cette année et du coup, j'ai perdu ma grand-mère il y a bientôt 7 ans et j'avais envie aujourd'hui d'intervenir dans ton podcast pour aborder un peu ces sujets dits d'étapes en fait qu'on doit absolument entre guillemets avoir dans les étapes du deuil. Et en fait, moi, c'était quelque chose dans lequel je me retrouve pas du tout. Et donc, du coup, je voulais en discuter avec toi aujourd'hui autour de cet échange. Et voilà. Et en fait, pourquoi j'ai voulu aussi venir ici, c'est parce que je t'avais entendu en parler sur un podcast. Toi, t'étais intervenu sur un podcast et je t'avais écouté. Et c'est vrai que t'avais parlé de ça et ça m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Et du coup, je m'étais dit, mais il faut vraiment qu'on aille plus loin parce qu'il y a des choses à dire. Carrément. Écoute, on salue Marion au passage du Ouais, podcast des bisous enthousiastes qui a Marion. permis cette rencontre. Vous aurez le lien aussi de l'épisode si vous souhaitez aller le voir. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette notion d'étape. Comme je dis souvent, si ça vous parle, gardez-les. Si c'est moteur, si c'est une ressource, tant mieux. Et si ça vous parle pas et qu'au contraire, ça vous culpabilise, ça vous perd d'autant plus, en fait, trouvez juste votre propre ressource, votre modèle et votre manière, en fait, de cheminer. Parfois, je le dis aussi de cette manière-là en me disant, il y a plein de chemins pour aller à Rome et en réalité, il y en a qui seront peut-être un peu plus longs, d'autres plus beaux, d'autres un peu moins beaux, d'autres plus faciles, d'autres plus difficiles. Mais finalement, l'important, c'est qu'on parvienne aussi à la destination et pour ça, il faut parcourir le chemin et chacun a le sien avec ses ressources, avec un poids ou pas dans son sac à dos. Donc, on aura justement l'occasion d'y revenir. Peut-être avant de parler de cet aspect plus théorique et pratique, parce que ça mêle un petit peu les deux, la théorie des étapes et la pratique des étapes qui ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que tu veux justement nous parler un petit peu du décès de ta grand-mère ? C'était quoi cet événement ? Qu'est-ce que ça a provoqué ? Qu'est-ce que ça a chamboulé en toi ? Alors moi, en fait, j'ai toujours été très très proche de ma grand-mère. Depuis toujours, en fait, j'ai passé une grande partie de mon enfance avec elle. Enfin, en fait, mes parents m'ont eu jeune, donc du coup, il y a une partie du temps où ils ont vécu en fait chez mes grands-parents, donc j'ai un peu beaucoup vécu avec eux et j'ai été très très proche de ma grand-mère. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, il y a eu un peu ce déni, ce truc au début en fait où tu te dis non mais c'est pas possible, ça peut pas lui arriver à elle quoi. Et en fait, sauf qu'il y a eu un peu un problème de la part du corps médical, on va dire, parce que en fait, ils ont pas pris au sérieux tout de suite ces symptômes. Avec le temps, en fait, au fur et à mesure que les symptômes commençaient à être là, ils prenaient pas le truc au sérieux. Et un jour, en fait, mon père, donc c'est la mère de mon père, du coup, mon père, c'était le truc de trop. Il l'a emmené aux urgences et là, du coup, ils ont attendu genre 8 heures. Et au bout de 8 heures, ils se sont rendus compte que, en fait, il y avait un cancer qui était là, quoi. Ouais, la situation s'est aggravée, en fait, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est ça, mais ça faisait un moment déjà qu'elle commençait à avoir des symptômes, genre elle faisait des malaises, elle mangeait plus, enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on voyait que ça allait pas. Toute la famille voyait que ça allait pas, mais quand on appelait les urgences pour qu'ils viennent, etc., ils disaient non mais on va pas venir pour un malaise. Enfin, tu vois, sauf que nous en fait on savait que c'était pas que un malaise, donc bon jusqu'au jour où en fait c'était un peu le truc de trop, donc
Est-ce qu'il y a une certaine forme de colère, justement, par rapport à alors sans forcément que ce soit visé contre une personne, mais sur cette notion du médical, de pas prendre en considération, justement les symptômes comme les malaises, par exemple, et d'avoir l'impression d'être, enfin d'appeler pour rien et plus de les déranger, alors qu'en réalité, il y avait réellement, finalement, quelque chose? Est-ce qu'il y a encore ou est-ce qu'il y a eu une colère et qu'elle s'est apaisée? Ouais, il y a eu une colère, sur l'instant. En fait, surtout au moment où quand tu appelles et qu'on te dit: «Bah, en fait, on va pas se déplacer pour un malaise». On se dit: «Mais c'est pas possible, ils se moquent de nous». Enfin, genre, c'est pas juste un malaise, c'est mais après, avec le recul, je me dis: «Bah, ils doivent recevoir plein d'appels comme ça et ils vont pas forcément chercher midi 14h tout le temps». Donc en vrai, avec le recul, je leur en veux pas et puis je pense que je leur en ai jamais vraiment voulu sur le moment. Oui, ça a plus été une colère sur le coup. Ouais, sur l'instant, parce que quand on appelait avec mon grand-père et que voilà, on avait ça comme retour, nous on avait juste une envie, c'était qu'ils viennent la chercher, quoi. Ouais. Donc ça, ouais, c'était pas facile au début. Et donc après voilà, ils lui ont découvert, elle a eu en fait, ils ont découvert plusieurs tumeurs tout de suite. Elle s'est fait opérer et cetera, et donc elle a fait la chimio, hein. Et en fait, moi, donc à cette période-là, j'étais dans une période qui était vraiment pas facile personnellement, et en fait, j'ai décidé parce que moi de base, je suis originaire du coup, du sud de la France, et en fait, j'ai décidé de tout quitter, en fait, la seule chose qui me retenait en fait dans le sud de la France, c'était, ma grand-mère. Et sauf qu'en fait, je sais pas, j'ai eu un moment en fait où je me suis dit, enfin, je suis allée la voir, je lui ai demandé, je lui ai dit: «Est-ce que si je pars, c'est grave? Enfin, genre, est-ce que tu m'en voudras?» Et elle m'a dit que non. Elle m'a dit: «Franchement, fais ta vie et puis de toute façon, enfin, tu reviendras, quoi. Genre, tu pars pas pour toujours». Et donc au final, je faisais des allers-retours vraiment régulièrement, je rentrais quasiment tous les mois dans le sud pour la voir et être proche d'elle. Donc là, elle était pas encore en fin de vie, c'était la maladie, Non, elle était encore en période de les chimio, voilà. chimios, OK, ça Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle arrive, en soins palliatifs? ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle arrive en soins palliatifs, et en fait, dès qu'elle a commencé à être là, c'était très, très compliqué parce que, ben, en gros, pour voir enfin, dans le temps, quoi, pour temporaliser, en gros, je suis partie de chez moi, genre, en octobre, et elle nous a quittés, genre, à peu près 1 an après. OK. Et du coup, elle a commencé à rentrer en soins palliatifs, si je dis pas de bêtises, aux alentours, genre, du mois de mars, avril, un truc comme ça, plus ou moins. Donc en fait, de octobre à avril, quand j'allais la voir, voilà, c'était chez elle, et cetera, jusqu'à ce qu'elle a et en fait, je me suis pris vraiment un coup parce que, enfin, 1 mois avant, je la voyais chez elle, et 1 mois après, je la vois dans un hôpital, où voilà, il y a tout. En plus, moi, je suis un peu beaucoup sensible, donc je ressens beaucoup de choses, et en fait, j'arrive dans un endroit, en fait, où, bah, je sens que la mort est là, quoi. Ça a été une première étape pour toi, justement, Ouais, sur ce chemin du deuil avant même que ta grand-mère décède, quand elle est rentrée en soins palliatifs? ouais, c'était le plus dur. Ouais, C'était en fait, avec le recul, je crois que c'était le plus dur parce qu'en fait, bah, je voyais que voilà, elle était plus très loin. Et en fait, je me suis dit, je me souviendrai toujours quand je suis allée la voir et que je suis ressortie. Heu, Mon grand-père, il y avait mon grand-père du coup parce il était là tous les jours, quoi, et il était là, et en fait au moment donc j'avais pris sur moi, et au moment où je suis sortie, je me suis mise à pleurer, et sauf que je me suis trompée d'endroit. Et donc au moment où je me suis retournée, mon grand-père il m'a dit: «C'est pas au bon endroit». Et donc il m'a vue en train de pleurer parce que je me suis dit: «En fait, il va pas me voir, c'est bon, je vais pleurer dans mon coin, je vais partir et puis merci, au revoir». Et en fait, il m'a dit, et donc en fait, il a vu que je commençais à pleurer. Après moi, dans ma famille, on est très, enfin, il savait que si là, il me prenait dans les bras, j'allais vraiment encore plus pleurer, donc il m'a laissée un peu dans mon émotion, et il m'a dit: «Par contre, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté». Et quand je suis repartie de l'autre côté, j'ai croisé une infirmière et j'étais en train de pleurer, et c'était l'infirmière de ma grand-mère. Elle, voilà, elle voyait ça tous les jours, donc en fait, elle avait moins ce sentiment de moins sensible. moins «sensible» entre guillemets, mais C'est ça, pas insensible, c'est important de le préciser. Moins sensible. moins sensible. Et en fait, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit, et je la connaissais pas, et ça m'a fait tellement de bien sur l'instant. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que, bah, en fait, c'était bientôt fini, quoi. Et en fait, les larmes venaient de ça, venaient de cette prise de conscience que, ben, plus les heures, les jours ou les semaines passaient, ta grand-mère se rapprochait de cette fin. Ouais, Mmh. c'est ça, exactement. Et en fait, là, je me suis pris une claque, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis mangé un peu la claque, parce que je m'attendais pas du tout. Et en fait, après, bon, les mois sont passés. Moi, je passais toujours beaucoup d'allers-retours. Et en fait, après, j'ai eu,
Donc bon, tout l'été est passé. J'ai passé beaucoup de temps dans le sud justement, proche de Montpellier, pour du coup aller la voir. Fin d'été, en fait, mon père il sentait que ça allait être compliqué et donc du coup il a décidé de la faire venir à la maison et il m'a dit je préfère qu'elle termine ses jours chez moi. Donc elle est sortie des soins palliatifs. Ouais. OK. Elle est sortie des soins palliatifs et c'est mon père qui l'a sortie. Il a dit je préfère qu'elle termine ses jours chez moi plutôt que dans cet hôpital quoi. Et donc donc c'est ce qui s'est passé. Et je suis rentrée pour mon anniversaire, donc début septembre. Et au moment où je l'ai quitté, à la fin de mon anniversaire, je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Mmh. Et, et en fait, elle est décédée genre une semaine après. Et est-ce que ça a été quelque chose qui t'a aidé, qui t'a soutenu, le fait d'avoir ressenti à ce moment-là que c'était la dernière fois que tu la voyais physiquement? Encore une fois, le lien, il est pas rompu, il s'est transformé. Mais est-ce que justement ce moment d'être peut-être en conscience ou dans le ressenti que c'était la dernière fois que tu la voyais vivante physiquement, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé après dans ton processus de deuil, dans cette guérison? Franchement, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais je pense qu'avec le recul, oui. Parce qu'en fait, j'ai pu lui dire au revoir. Ouais. Et en fait, voilà, c'est tout. Ça n'a pas de prix. C'est vrai que ça n'a pas de prix. Ça peut être très important pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Et puis après, moi, comme je suis partie, mon père, quand il m'a annoncé du coup qu'elle était plus là, en fait, du coup, je suis revenue. Quelques jours après, il y avait les obsèques, donc quelques jours après, je suis revenue. J'ai fait beaucoup d'allers-retours cette année-là. Et par contre, après ça, je suis plus trop rentrée dans le sud. J'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même et en fait, je pense qu'au final, avec le recul, le fait d'être partie, en fait, c'était me protéger et en fait, encore aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais que je me reconnaissais pas trop dans ces étapes-là parce que dans les étapes du deuil parce que encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est pas alors, elle est pas partie, elle est toujours avec moi, je le sais, mais j'ai vraiment l'impression que elle est partie en voyage quoi et que c'est tout quoi, elle est partie faire un tour du monde et puis je la reverrai un jour, mais quand, j'en sais rien. Oui, et qu'un jour, ton téléphone va sonner et ce sera marqué Ouais. Mali et C'est ça et c'est déjà arrivé d'ailleurs parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon grand-père a récupéré du coup le numéro de ma grand-mère. ouais. On a tous eu un choc quand il nous a tous appelés avec ce numéro parce que, c'était encore inscrit, moi c'était écrit mamie, sur le téléphone de mon père c'était écrit maman. On a tous eu un choc mais franchement je me suis dit: «C'est pas possible». C'était pas un choc, qui nous a fait du mal, mais c'était vraiment, «Attends, c'est bizarre, il y a un truc», tu Ouais, vois? un peu comme on pourrait dire: «Je vais rire jaune», quoi. Entre les 2, tu sais pas si tu dois rire ou si tu dois pleurer, ouais. Exactement, c'était un peu ça la sensation. Après voilà, mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu il y a eu en tout cas cette sensation, enfin, je pense qu'avec le recul, le fait d'être partie, c'était le mieux pour moi. Parce que sur le moment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de culpabilité. De partir, d'être partie justement avant son décès? Ouais, j'ai eu beaucoup de culpabilité parce que je me suis dit: «En fait, j'étais pas avec elle jusqu'au bout alors qu'elle, elle a toujours été là avec moi». Enfin, il y avait beaucoup de culpabilité sur l'instant. Elle savait, en fait. Elle savait pourquoi j'étais partie. Elle savait. C'est pas comme si j'étais partie du jour au lendemain et que je lui avais jamais expliqué. Bien sûr. Elle savait, elle m'avait donné entre guillemets «son accord». Donc j'étais un peu dans ce truc où je me disais: «Ben, de toute façon, elle sait que je suis là» et puis je l'appelais tous les jours. Quand j'étais dans le Nord, je l'appelais tous les jours donc je lui disais: «En fait, tu» dans ma tête sur le coup, oui, je culpabilisais beaucoup et en fait, avec le recul, je me disais: «En fait, j'ai fait tout ce que je pouvais». Qu'est-ce qui t'a aidé peut-être dans cette culpabilité? Parce que et tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans la manière dont je le ressens, c'est que finalement, ce qui a été plus difficile pour toi, c'est d'accompagner ta grand-mère sur cette maladie et sur cette fin de vie, plutôt que de vivre réellement son absence physique de par son décès. En termes d'émotions, sans dire que tu l'as bien vécu, c'est pas ça, mais en tout cas, je ressens plus d'intensité sur cet avant et ce pendant plutôt que sur cet après. Peut-être qu'est-ce qui t'a aidé justement sur cette notion de culpabilité? Est-ce que c'est ta grand-mère peut-être qui t'a aidé de son vivant en t'en parlant? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des lectures? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou est-ce que ça a été, peut-être le temps et un beau matin tu t'es levé en ayant un peu la lumière et en te disant: «Ah bah, en fait, je me sens apaisée et j'ai compris»? Honnêtement, je sais pas du tout, c'est une question hyper intéressante, parce que en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais je savais qu'elle souffrait.
quand elle est partie. Donc en fait, quand elle est partie, finalement, c'était beaucoup de tristesse parce qu'elle était plus là, mais c'était un peu du soulagement parce que je me disais: «Au moins, elle souffre plus». Et donc je pense que je pense que c'est par rapport à cette souffrance qu'elle a vécue, que j'ai eu de la culpabilité parce que je me disais: «En fait, j'étais pas avec elle pour l'aider là-dedans». Alors que quand elle est partie, bah, tout de suite, c'était un soulagement. Mais pour tout le monde, en fait. Même si c'est difficile au quotidien, on parle souvent d'elle, elle est tout le temps avec nous, en fait, en vrai. Mais c'est vrai que oui, moi, en tout cas, ce que j'ai le plus mal vécu, c'était l'avant, Ouais. donc l'après. Mais c'est un cheminement qui peut se retrouver et c'est parfois aussi pour ça qu'on se retrouve pas dans les étapes du deuil, d'autant plus et on peut peut-être, y venir par la suite. Mais finalement ce déni et ce choc qui est, si on prend le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross, le plus connu avec les 5 étapes, c'est vraiment la première étape et en fait ce déni, ce choc, j'ai le sentiment que alors toi et ou ta famille, mais en tout cas c'est toi que j'ai aujourd'hui en face de moi, tu l'as eu au moment justement de l'annonce de ce diagnostic avec, la colère peut-être au départ un peu contre le corps médical en disant ils ont pas pris en considération les signes qu'on pouvait alerter et toutes les conséquences et tous les changements que ça pouvait mettre en place dans la vie de ta grand-mère, parce que c'était bien entendu la première concernée, mais aussi dans ta vie à toi, dans la vie de la famille, comment ça redistribue aussi les rôles, les responsabilités, les tâches du quotidien aussi dans la famille, et que du coup, ces étapes, après coup, est-ce que je vais te poser la question, tu es la mieux placée pour répondre. Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir ce déni aussi, ce déni et ce choc au décès réellement de ta grand-mère? Puisque tu parlais de soulagement juste avant. Bah, en fait, moi, on me dit: «Il y a les étapes du deuil». Bah, je crois, tu vois? Je me Mmh. dis: «OK, je vais passer par telle étape, telle étape». Si on en croit, les étapes, Ouais. j'ai l'impression d'être encore dans le déni, en fait. Tu vois? Ouais. Genre, c'est-à-dire que en fait, pendant longtemps, je me suis dit: «Là, c'est parce que t'es pas chez toi, t'es plus dans le sud, donc du coup, tu te rends pas compte qu'elle est plus là». Mais en vrai, si, je m'en rendais compte parce que je l'appelais plus, parce que je me rendais compte quand même qu'elle était plus là, mais il y avait moins ce truc et toujours, je me suis dit: «Le jour où je vais rentrer, je vais me manger la claque de ma vie et c'est là que je vais, comprendre et que du coup, je vais vivre les étapes, d'après, quoi». Sauf que c'est jamais arrivé et ça arrive toujours pas. Et tu es rentrée depuis? Je veux dire, j'imagine Oui, que tu es retournée dans les lieux ou dans des lieux symboliques que tu pouvais avoir aussi avec ta grand-mère, peut-être même dans sa maison, enfin oui, ça là où elle vivait, c'est toujours, là où vit mon grand-père. Au ouais. début, c'était très dur de retourner, d'y retourner. J'avais vraiment les larmes et c'était vraiment très difficile au début. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ma famille, on parle de tout. Il y a pas de tabou, il y a rien. Donc en fait, quand on parle d'elle comme si elle était encore là. Et donc du coup, j'ai pas le temps de me rendre compte qu'elle était, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais du coup, je me rends pas toujours compte, en fait, qu'elle est vraiment plus là. Alors des fois, j'ai de la nostalgie, forcément, elle me manque au quotidien. Quand je pense à mon mariage, le jour où j'aurai des enfants, je me dis, j'ai toujours ce truc de, elle est pas là et moi, ça me rend triste. Mais en fait, vu que pour nous, elle est pas vraiment partie, et pour moi non plus, et du coup, j'ai pas cette sensation de devoir passer ces étapes. Ce que tu me laisses ressentir, et pareil, tu m'arrêtes si ça résonne pas juste en toi, mais ce que tu appelles le déni, si on reprend ce modèle-là, cette sensation, comme tu dis, d'être encore dans le déni, c'est justement cette transformation du lien que tu as eu. Tu dis: «Elle est pour nous, elle est toujours là». Et en fait, c'est ça, souvent, on pense qu'il faut casser le lien, que c'est un détachement et en réalité, c'est une transformation du lien et je vais redire cette phrase que je ne cesserai de répéter sur quasiment tous les épisodes, mais c'est pas grave, à un moment, il y a des gens qui la répéteront pour moi, je vais embaucher quelqu'un pour répéter cette phrase en boucle. Mais Janine Pilot dit: «Le deuil, c'est transformer une absence extérieure en présence intérieure» et en fait, c'est ce que tu sembles, et je pense que là, pour le coup, je peux peut-être même englober ta famille, c'est ce que vous semblez avoir fait en continuant de lui rendre hommage, en continuant à faire vivre sa mémoire, en continuant à faire vivre sa vie, même si finalement elle n'est plus là et plus présente physiquement. Et j'ai C'est le ça. sentiment que du coup, entre ton vécu, avec cette sensation qu'elle est toujours là, et la théorie avec les étapes du deuil, finalement, j'ai l'impression que tu te perds Ouais. et que tu sais pas trop où t'en es. Oui, c'est Ça fait ça écho? ouais, complètement, et c'est pour ça que quand tu parlais de ces étapes du deuil dans le podcast, avec Marion, en fait, quand tu as commencé à expliquer, en fait, qu'il y avait pas forcément d'étapes, mais moi, dans ma tête, ça a fait déclic tout de suite, en fait. Je me suis dit: «Mais
en fait, ouais, c'est exactement ce que je ressens. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement OK de ne pas se retrouver dans ces étapes. C'est pas la première personne que j'ai perdue, parce que j'avais perdu ma première grand-mère quand j'étais petite, mais c'est vraiment le premier deuil que je vis vraiment intensément, dans le sens où, non, en fait, à part ma première grand-mère, et après, non, en fait, c'est tout. Et ben du coup, mais ma première grand-mère, quand elle est décédée, j'ai pas du tout vécu ses obsèques. J'y étais pas, j'étais toute petite, donc c'était vraiment différent en Il fait. y avait l'âge et puis le lien. Plus le lien d'attachement justement est fort à la personne. Et puis ma grand-mère, vraiment, on se voyait vraiment tout le temps. J'étais tout le temps avec elle. Je passais mes vacances d'été avec elle. J'étais, j'étais un peu, en fait, vu qu'elle a eu 3 fils et j'étais sa première petite fille, il y avait encore plus ce lien. Un peu d'énergie féminine. Ouais, il y avait encore plus, genre, c'est ma fille, tu vois. Et du coup, il y avait vachement ce lien avec elle et ouais, et c'est vrai que au quotidien, c'est compliqué sans elle, parce que des fois j'aimerais, je me dis: «Mais voilà, j'aimerais, qu'elle me conseille, qu'elle m'accompagne sur des trucs». Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on était tellement, tellement fusionnels qu'en fait, que je sais exactement ce qu'elle m'aurait dit. Et donc en fait, il y a aussi ce truc où en fait, je me dis: «Bah, en fait, elle vit à travers moi aussi». Ouais, bien sûr. Et donc du coup, ça me fait penser parce que du coup, moi, en fait, son décès derrière, il m'a vraiment donné envie d'atteindre des choses que j'aurais jamais pensé vouloir atteindre un jour, justement parce qu'elle n'a pas pu le faire en son vivant, tu vois? Ouais. Tu as des exemples, enfin, que tu as envie de nous partager? Bah, en fait, moi, ma grand-mère, elle a toujours voulu voyager, par exemple. Elle a jamais pu. Bah, du coup, moi, j'ai un peu, ce goal de me dire: «Bah, en fait, dès que je peux voyager, je le fais». Mmh. Et du coup, tu emportes un petit bout d'elle avec toi. Exactement. Tu l'emmènes en Elle est voyage. exactement. Elle était, elle est en fait, très fan des éléphants. Elle disait toujours que les éléphants avec la trompe en l'air, ça portait bonheur. Et du coup, je me suis fait tatouer un éléphant, avec la trompe en l'air pour C'est en symbolique. hommage à elle. Exactement. Le fait d'ancrer, justement, ancrer, EN de par l'encre. Le tatouage, enfin, ça me fait penser à ça dévie un peu du sujet, mais tu vas peut-être comprendre ce côté symbolique. On en parle notamment dans le cadre des maladies ou des cancers ou par exemple des femmes qui ont le cancer du sein, qui ont eu une ablation du sein et qui vont venir justement se faire tatouer pour, renaître et renaître différemment parce que, oui, elles retrouveront pas leur sein, elles retrouveront pas leur vie d'avant, mais ça ne leur empêche pas de continuer à vivre et du coup, je trouve ça vachement symbolique, justement, le tatouage ou le fait d'aller planter un arbre, ça peut être aussi d'autres exemples et qui nous sont un rappel personnel. Parce que tu donnes cet exemple de l'éléphant, je pense que si des gens ne savent pas et ne connaissent pas cette anecdote sur ta grand-mère, pour eux, c'est juste un éléphant C'est qui est juste un tatoué. éléphant. Ouais, Elle doit bien aimer exactement. les éléphants, Johanna, et puis Oui, point, quoi. On se prend pas plus la tête que ça. oui, c'est Alors que vrai. pour toi, ça a une portée Alors que vachement ça, symbolique. ouais, et ça, c'est vrai que, ouais, moi, les tatouages, j'en ai, et à chaque fois, c'est significatif. C'est toujours un moyen pour moi de pas tourner, je vais pas dire tourner une page, mais d'aller sur un, si, c'est un peu ça, c'est un peu démarrer, en Un fait, un nouveau nouveau chapitre. Voilà. Exactement. C'est vraiment ça. Et donc, en fait, quand elle est partie, j'ai vraiment eu besoin de l'ancrer, sur moi, quoi. Et, et voilà. Et donc oui, il y a plein de choses qui font que, voilà, je sais qu'elle adore les éléphants. Et donc, moi, c'est vrai que j'aurais jamais pensé un jour ça, mais j'aimerais bien un jour, voir des éléphants, parce qu'elle a pas pu le faire. Et c'était un truc qu'on avait envie de lui offrir. Mais ben voilà, après le temps a fait que. Et c'est ça aussi, moi, son décès, il m'a aussi apporté, ce côté, en fait, je l'avais déjà, mais encore plus ce truc de faire les choses, sans trop réfléchir. C'est-à-dire que t'as envie de faire un truc, fais-le. Parce qu'en fait, la vie, ben, mine de rien, elle peut être courte. Est-ce que c'est écouter son intuition ou est-ce que c'est ne Ouais. pas procrastiner? Ou est-ce que c'est les 2 Les peut-être? 2. En fait, les 2. Les 2 C'est-à-dire en package. parce que ouais, les 2. Mais non, mais parce que des fois, en fait, tu sais, tu as une idée et tu te dis: «Bon, je le ferai plus tard». Oui, Du non coup, mais tu carrément. écoutes ton intuition parce que tu vas le faire, mais tu le feras, tu sais pas quand. Alors que moi, maintenant, je suis plus dans le truc où, bon, vas-y, je le fais, même si j'ai ça, comme problématique, je m'en fous, je le fais, et puis on verra. Tu vois? Merci de le préciser parce que je trouve que ça soulève 2 choses. Déjà cette notion de toujours reculer parce qu'on a toujours le temps.
tu vois? Et tu disais au tout début de l'épisode, cette notion de maladie, qu'elle était jeune, ça va pas lui arriver à elle, c'est pas possible, ça arrive aux autres, tu vois? Et en fait, là, on conscientise que, non, ça peut nous toucher, ça peut toucher nos proches, ça peut toucher notre famille. Du coup, si ça touche notre famille, ça peut aussi nous toucher nous. Donc potentiellement, peut-être que demain ou dans quelques semaines ou quelques mois, pour une raison X ou Y, même si aujourd'hui je suis en très bonne santé, demain je ne le suis peut-être plus. Et donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, peut-être que demain, si j'attends trop longtemps, je pourrais pas le faire. Et en fait, c'est pour moi le fait de réinvestir la vie, en fait, ce que tu nous montres là, et de conscientiser. Et c'est souvent les enseignements en fait qu'il y a derrière le deuil et qui pour moi sont des enseignements qui, pour ça que je dis souvent que le deuil reconnecte à la vie. Alors pas de prime abord, parce que clairement il est source de souffrance, il est clairement inconfortable, on n'a pas envie de le vivre, hein. C'est pour ça que souvent on met ces émotions-là sous le tapis. Mais quand en fait on accepte de cheminer à travers, par l'intermédiaire des étapes du deuil, par un autre intermédiaire, finalement, juste chacun en le vivant à sa manière, en se permettant de vivre, en fait, ces montagnes russes émotionnelles qui, avec une fluctuation d'émotions qui, pareil, est propre à chacun, avec des pics plus ou moins importants. Certains ou certaines auront de la culpabilité, d'autres en auront moins, certains ou certaines auront de la colère, d'autres en auront moins, et c'est OK. Il n'y a pas un schéma typique. Et en fait, ça amène à toutes ces prises de conscience sur la vie, ces notions d'impermanence, finalement, comme tu le disais, le fait de profiter. C'est une urgence de vivre, en fait. Enfin, je sais pas si Oui. tu l'as Ah ressenti comme ça. complètement. Oui, c'est ça. Au début quand elle est partie, j'étais vachement dans ma bulle. Surtout, à partir quand, parce que du coup, j'ai participé, aux obsèques et cetera, donc c'était vraiment le jour le plus dur, de toute ma vie. Honnêtement, c'était vraiment très difficile. Surtout comme je le disais, à un moment, je suis une éponge, donc au-delà de prendre mes émotions à moi, j'ai pris les émotions de tout le monde. Donc c'était encore plus compliqué pour moi à gérer. Donc en fait, il y a un moment, en fait, je suis partie en milieu de l'après-midi, quoi. On m'a pas jugée, hein, de toute façon, au pire, c'est pas grave. L'important, c'est que voilà. Écouter, Mais savoir ce c'est de dont on a besoin. m'écouter exactement, et je sais qu'elle aurait compris. Et en fait, vraiment au milieu de l'après-midi, je suis partie dans mon lit et j'ai dormi. Je me suis mise dans ma coquille et j'étais au bout de ma vie, et le soir, je suis partie et j'ai eu besoin, en fait, de prendre l'air. Pour moi, la nuit, pour moi, c'est un peu un moment, c'est hors du temps, en fait, la nuit. Et du coup, j'ai eu besoin de me retrouver avec moi-même, et du coup, je suis partie, dès que je me suis réveillée, du coup, je suis partie, en pleine nuit, pour conduire et juste, me retrouver avec moi-même. Mais le deuil, c'est un voyage intérieur, ça nous confronte en réalité à nous-mêmes, ça Ouais, nous confronte à notre propre mort, parce que c'est ce qu'on disait juste avant. Et du coup, quand on chemine et qu'on comprend, en fait, ça nous confronte à notre propre vie. Et en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire tant que tu es encore là, exactement. tant que tu peux encore en profiter? Et peut-être, qu'est-ce que tu as envie de faire en souvenir, en mémoire ou en hommage, alors toi, à ta grand-mère, ou auditeur, auditrice, à la personne que vous avez perdue, et qui fait que, en fait, on transforme le lien. Ils sont toujours là, ils sont là différemment. Oui, ils sont plus là physiquement, il y a plus ce câlin, il y a plus cette voix, en tout cas, qu'on peut entendre en direct, qu'on a peut-être en audio ou en vidéo ou autre. Il y a plus cette image, à part dans notre tête en termes de visualisation, mais la personne, elle est toujours là, différemment, mais elle est là, quoi. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est pour ça, que en fait, du coup, je passe pas les étapes parce que pour moi, elle est encore là. Mais est-ce que finalement, tu les as pas passées et que tu as Peut-être que je peut-être... les ai passées, Ouais. mais je m'en suis pas rendu compte aussi, hein, c'est probable. Mais en fait, c'est comme si vraiment j'avais une attente. Je sais pas, en fait, c'est un peu bizarre, mais j'ai vraiment, en fait, ou alors j'ai eu une attente de comment ça pouvait se passer. Ouais. Comment ça se passe chez les autres, et du coup, je m'attends à ce que ça se passe de la même manière pour moi, et que du coup, tant que cette attente n'est pas validée, n'est pas cochée en disant: «OK, j'ai validé cette étape, j'ai validé ça», un peu comme, bon, je sais que tu es entrepreneur aussi, donc un peu comme ce côté to do list, Le c'est bon, check, to voilà, do. le check, j'ai validé.
Bah, en fait, ça se passe pas comme ça. Et j'ai déjà donné, je crois, cette image, mais pareil, je vais la redonner, c'est pas grave, je me répète, je deviens vieille. Mais la répétition a du bon, a priori, c'est que ça rentre après chez vous, auditeurs, auditrices. Mais je parle souvent du modèle des saisons. Et dans les saisons, bah, on sait très bien, et je pense que cette année, en 2024, on l'a un peu tous vécu en France, on a beau être au printemps où normalement, bon ok, c'est pas la canicule, mais sans se faire beau, c'est agréable, on commence à pouvoir sortir un peu, le jour se couche un peu plus, enfin le soleil se couche un peu plus tard, etc. Clairement, on a eu un printemps digne de l'automne ou digne de l'hiver. Et où est-ce que je veux en venir avec cette métaphore, c'est que c'est pas parce que justement vous êtes dans le printemps, dans un moment peut-être plus d'ouverture aux autres, où ça va mieux, où le deuil s'apaise, que vous pouvez pas, pour une raison X ou Y, un lieu, une musique, un livre, un souvenir, une odeur, et la liste n'est pas exhaustive, replonger un peu en hiver et en automne et avoir une journée digne d'un hiver comme on a pu l'avoir en fait. Et je trouve que ce modèle des saisons, il est simple, mais justement, il est assez parlant. A priori, on a tous un petit bout de nature, ou au moins, on vit tous sur cette planète où le soleil, les intempéries, etc., et la météo est là pour pouvoir se le représenter. C'est ça, exactement. Et je pense que parce qu'après, bon, moi, j'ai un cheminement aussi personnel ces derniers temps. Et je pense que j'ai aussi pris conscience que de toute façon, l'important, c'était plus d'être en accord avec soi et en fait, de pas toujours vouloir rentrer dans des cases et checker des cases et des trucs. Parce que en fait, si j'avais continué à attendre ce truc, enfin, ce fameux Ces fameuses étapes. voilà, ces fameuses étapes, et ben clairement, je me serais peut-être empêchée de vivre en attendant. Tu Ouais. vois? Je me serais dit: «De toute façon, j'ai pas fini mon deuil, donc en fait, ben, je peux rien faire d'autre», tu vois? Non, mais Genre, je comprends tout à fait. alors qu'en fait, je peux très bien, et je pense qu'aussi il y a un moment ce truc où je me dis: «Bah, ou alors, bah, tu sais, j'ai pas assez pleuré ou j'ai pas assez, alors qu'en vrai si, j'ai beaucoup pleuré, mais tu vois, il y a toujours ce truc où, parce que des fois tu as des personnes, je c'est pas du tout un jugement, hein, c'est vraiment juste un constat. Quand, tu perds quelqu'un ou quoi, tu as des personnes qui tombent en dépression et cetera. Enfin, ça peut aller très loin et moi, c'est ce que je pensais vraiment ressentir, à ce moment-là et du coup, quand tu te rends compte, en fait, que, beh, finalement, tu as une autre vision de la vie et une autre et juste en fait et que tu as une autre façon de penser, beh, du coup, tu te dis: «Est-ce que je suis normale?» En fait, tu as été surprise de ton propre cheminement, de tes propres réactions et de ton acceptation assez fluide et sereine. Ça Ouais. n'enlève pas le manque, ça n'enlève pas la Oui, bien tristesse, ça sûr. n'enlève pas les larmes, mais de cette acceptation que, oui, la vie commence, mais la vie, elle prend fin aussi finalement. Exactement et je pense que je m'en suis rendu compte surtout à ce moment-là, que la vie, en fait, elle s'arrêtait aussi. Mais alors, l'ayant vécu comme ça aussi, je ne peux que te comprendre, et encore une fois, c'est une invitation pour vous, mais en fait, écoutez-vous, et je pense que c'est réellement le message que tu nous as passé pendant tout cet épisode. C'est écoutez-vous, et que si ces étapes, elles vous parlent, encore une fois, je vais le redire, prenez-les. Oui, Si elles vous parlent pas, mais il existe plein d'autres modèles. J'ai cité le modèle des saisons, mais il y en a d'autres, et vous trouverez bien d'autres témoignages et bien d'autres ressources sur ce podcast ou partout ailleurs selon les personnes que vous pouvez suivre ou les sujets auxquels vous pouvez vous intéresser. Mais en fait, c'est de créer votre propre chemin. Et tu parlais justement de pas vouloir rentrer dans des cases. Il faut pas oublier que ce qu'on donne, ça reste des points de repère, notamment dans ces étapes où, quand on va prendre les courbes moyennes, par exemple, d'un enfant, il y a cette moyenne là, tu sais, sur le carnet de santé avec le haut, le bas. S'il est au-dessus, ça va pas. S'il est en dessous, ça va pas trop non plus. On sait pas trop. Faut qu'il soit dans la courbe. Oui, mais tout ça, c'est des moyennes en fait. Et on calque des moyennes et un truc type sur des centaines et des milliers et des millions même d'individus qui en fait sont chacun différents, qui ont leur propre expérience, qui ont leur propre vie. Donc n'oubliez pas que oui, le deuil est un processus universel, mais il se vit de manière individuelle et de manière personnelle. Et je vais même aller plus loin en disant que chaque deuil que l'on vit peut être différent de l'un à l'autre. Donc ça c'est vrai, ouais. c'est individuel en fonction de soi, mais en fonction aussi des différents deuils qu'on traverse au cours de notre vie. Je voulais te remercier infiniment, Johanna, pour cet épisode. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter? Est-ce qu'il y a une ressource? Est-ce qu'il y a rien et on a tout dit? En fait, on a quand même, pas mal, on a
vraiment dit beaucoup de choses. Donc déjà, enfin, vraiment merci encore pour ce moment. Merci à toi. Et si je pourrais juste résumer un petit peu, c'est plus en fait, comme tu l'as si bien dit, en fait, accepter que si on fait pas comme les autres, c'est ok. Et en fait, ça c'est le plus difficile, je pense, finalement. Au-delà du décès de ma grand-mère et du deuil, etc., c'est vraiment ce côté. En fait, j'ai pas vécu le truc comme les autres, et je le vis même au quotidien pas comme ça. Et c'est ok, tu vois. Et peut-être que là, je dis que j'ai pas, enfin que j'ai pas passé. Peut-être que là, je dis que je passe pas les étapes, et peut-être que je vais les passer en fait. En fait, j'en sais rien, et c'est pas grave. Et je pense que c'est aussi une forme de lâcher prise. Le fait alors ça c'est très difficile pour moi, hein, le lâcher prise, mais c'est vraiment une fait de lâcher prise, le fait de se dire en fait les choses arriveront comme elles arriveront, on accepte nos émotions, et voilà, hein, c'est tout. Vivre l'instant présent et faire de votre chemin de deuil votre chemin et pas celui de votre voisin. Exactement, voilà. Merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir. Et écoute, je te dis à très très vite, et merci infiniment pour ton témoignage. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.